Ok, on va parler d'un truc qui me tient vraiment à cœur. Parce que là, franchement, la situation en République démocratique du Congo, c'est pas juste de la politique comme ailleurs. C'est pas juste des élections, des discours, des gens qui se disputent dans un parlement. Non, c'est littéralement l'avenir de plus de 100 millions de personnes. Et en ce moment précis, pendant que vous regardez cette vidéo, ce pays est à un carrefour. Un carrefour où d'un côté, il y a la possibilité d'un vrai changement et de l'autre, le risque de replonger dans exactement ce qu'on a déjà connu pendant 20 ans. Alors aujourd'hui, on fait le grand déballage. On parle de Kabila, de Katumbi, de Fayulu, de Matata Ponyo, de Tshisekedi. On va pas faire dans la complaisance, on va pas non plus faire dans la haine. On va juste regarder les faits. Et les faits, parfois, ils sont brutaux. Parce que voilà la vraie question. La question que tout Congolais, toute Congolaise devrait se poser ce soir avant de dormir. Qui a vraiment les clés pour sortir ce pays du gouffre ? Est-ce que c'est ceux qui reviennent avec de nouveaux discours après avoir déjà eu leur chance ? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui doit maintenant gérer plusieurs crises simultanément avec les mains dans le cambouis ? Moi, je vais vous donner des éléments. Vous allez trancher vous-même. Bienvenue sur Monde Réel, abonnez-vous et laissez un like. On commence. Commençons par le commencement. Joseph Kabila a gouverné la RDC pendant 18 ans. 18 ans. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, en 18 ans, un enfant qui naît aujourd'hui sera majeur. En 18 ans, vous avez le temps de construire un pays de zéro ou de le laisser tomber en morceaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 18 ans ? D'abord, le Congo s'est retrouvé dans un isolement presque total sur la scène internationale. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat diplomatique. Les partenaires historiques se sont mis à distance. Les grandes institutions, FMI, Banque mondiale, partenaires bilatéraux, ont gelé, suspendu ou réduit leurs engagements à des moments critiques. Pourquoi ? Parce que la gouvernance était perçue comme opaque, parce que la confiance n'était pas là. Et quand vous dirigez un pays qui dépend encore en partie de l'aide et des investissements extérieurs, cet isolement se traduit directement en pauvreté pour la population. Les gens paient ça dans leur quotidien. Ensuite, le statu quo économique. Le Congo reste, selon tous les classements mondiaux disponibles, parmi les pays les plus pauvres de la planète. Pas parmi les moins riches, parmi les plus pauvres. Un pays qui possède pourtant un sous-sol d'une richesse quasi incompréhensible. Coltan, cobalt, or, diamant, cuivre, uranium, bois, eau. La liste est tellement longue que ça en devient presque absurde. Et pourtant, le chômage des jeunes, notamment dans les grandes villes, est chronique. Les gens survivent, ils ne vivent pas. Après 18 ans de gouvernance, ça, c'est le résultat concret. Mais la chose qui m'a toujours frappée dans le bilan Kabila, et là je veux vraiment que vous visualisiez quelque chose, c'est l'état des infrastructures à son départ du pouvoir. Les routes. Vous connaissez la blague amère qui circule dans le pays ? Pour aller d'une ville à l'autre, vous avez besoin soit d'un avion, soit d'un miracle. Parce que les routes, elles sont dans un état de délabrement avancé. Ce n'est pas une exagération rhétorique, c'est la réalité géographique et logistique d'un pays grand comme l'Europe de l'Ouest, où les axes routiers n'ont pas été sérieusement réhabilités depuis des décennies. Les hôpitaux, pareil. Des structures qui fonctionnent à moitié. Des équipements qui datent de l'époque coloniale dans certaines zones. Des médecins et infirmiers qui travaillent sans matériel décent, sans salaire correct, sans aucune des conditions minimales pour soigner correctement. Tout ça, c'est l'héritage laissé. C'est pas une attaque, c'est l'état des lieux documenté. Et ce que ça signifie concrètement, c'est que quiconque arrive après lui hérite d'une maison non seulement vide, mais en ruine. Alors quand Kabila et son camp commencent à parler de retour,
de repositionnement, de révision constitutionnelle, de tout ce qui leur permettrait de se remettre dans la danse politique, la première chose qu'on doit avoir le courage de dire, c'est « pour faire quoi exactement ? Pour reproduire quoi ?» Maintenant, soyons honnêtes. Et là, c'est important, parce que critiquer l'ancien régime sans regarder l'opposition, c'est du travail à moitié fait. Actuellement, en RDC, ils vivent un phénomène véritablement surprenant. Une opposition qui a moins d'impact sur la population. Je pèse mes mots, des opposants plus influents sur TikTok ou Facebook que sur le terrain. En ce moment, l'opposition en RDC, et particulièrement ce qu'on appelle la coalition de l'article 64, regroupe plusieurs figures qui se présentent comme l'alternative. Alors regardons ces figures une par une. Moïse Katumbi, l'homme qui a le plus investi dans son image, le populaire, le stade de football, le costume impeccable, l'argent, la présence médiatique internationale. Et si vous vous arrêtez là, effectivement, ça fait une belle affiche. Mais voilà ce qu'on doit regarder. Moïse Katumbi a été gouverneur du Katanga pendant plus de 8 ans. 8 ans à la tête de la province la plus riche en ressources minières de toute la RDC. 8 ans aux commandes d'une province où le cuivre, le cobalt, l'or, le zinc représentent une manne colossale. Et la question qu'il faut poser, la vraie, celle qu'on évite souvent parce qu'elle dérange, c'est au-delà des routes bitumées et des stades construits pour son image, combien de cette richesse provinciale a servi à enrichir Katumbi lui-même et son réseau plutôt que la population katangaise ? Parce que Katumbi est aujourd'hui un homme d'une fortune considérable. Des investissements dans les mines, dans les médias, dans le sport. Un empire financier bâti en grande partie pendant qu'il gouvernait. Ce n'est pas une coïncidence que dénoncent certains. C'est un pattern. C'est un modèle où le pouvoir politique et l'accumulation privée se nourrissent mutuellement. Quand vous présentez ça comme un bilan de bonne gouvernance, vous avez un problème sérieux de définition. Jean-Marc Kabound, l'homme qui a retourné sa veste, l'ancien pilier de l'UDPS, le parti même du président Tshisekedi. Un homme qui a connu toutes les luttes, qui a été au cœur du dispositif du pouvoir actuel avant la rupture. Aujourd'hui, il représente une forme d'opposition radicale, vocale, agressive dans sa communication. Mais son bilan propre, ses propositions concrètes pour les Congolais, au-delà de la posture d'opposition, restent floues. Et une opposition qui se définit uniquement par ce qu'elle refuse, sans dire clairement ce qu'elle propose, c'est une opposition qui a encore du travail à faire. Martin Fayulu. Voilà quelqu'un que j'aurais du mal à évoquer sans une certaine tendresse mêlée de tristesse politique. Parce que Martin Fayulu a incontestablement été victime d'une des injustices électorales les plus documentées de l'histoire africaine récente. Son score de 2018 reste contesté par lui-même, par des observateurs, par des fuites internes. Il aurait pu être président, il ne l'a pas été. Mais voilà le problème avec Martin Fayulu en 2025. Il est resté figé dans ce moment de 2018. Comme si le temps s'était arrêté pour lui et que le reste du pays avait continué à tourner. Ses interventions publiques, ses positionnements, sa capacité à mobiliser au-delà de son noyau dur, tout ça s'est progressivement effrité. Il est devenu, dans l'opinion, une figure de plus en plus perçue comme anachronique. Quelqu'un qui parle encore de la légitimité de 2018 dans un pays qui, depuis lors, a traversé des guerres, des épidémies, des changements profonds. La politique, c'est aussi la capacité à se renouveler. Et là, ça coince. Matata Ponyo. Alors là, on entre dans quelque chose de grave. Parce que Matata Ponyo n'est pas juste une figure d'opposition contestée.
Matata Ponyo, c'est le symbole d'un échec institutionnel d'une ampleur rare, celui du projet Bukanga Lonzo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Bukanga Lonzo, c'était le projet agro-industriel le plus ambitieux jamais lancé en RDC. Des centaines de millions de dollars investis. L'idée, créer un parc agricole géant dans la province de Kwango, capable de nourrir des millions de Congolais, de créer des emplois, de réduire la dépendance alimentaire du pays. C'était l'idée du siècle. Ça aurait pu être une révolution. Ce qui s'est passé réellement, le projet a coulé. Littéralement coulé. L'argent a disparu. Les machines agricoles achetées à prix d'or ont rouillé dans des hangars ou été détournées. La production attendue n'est jamais venue. Les populations locales qui attendaient des emplois ont vu passer des millions de dollars sans voir un seul changement dans leur quotidien. Et Matata Ponyo, qui était Premier ministre et a supervisé ce dossier, s'est retrouvé face à la justice congolaise avec des accusations de détournement de fonds publics. Présenter un tel bilan comme une qualification pour diriger à nouveau, c'est un pari politique audacieux, pour dire les choses poliment. Et maintenant, on arrive au cœur du sujet. Félix Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, symbole historique de l'opposition congolaise, un homme dont le père a passé sa vie entière à lutter pour la démocratie sans jamais la voir aboutir, Félix hérite d'une situation qui n'est pas juste compliquée, elle est multicrise. Et il doit manœuvrer en même temps sur plusieurs fronts critiques. Première manette, la guerre à l'Est. C'est là que la priorité absolue devrait être, et c'est là que la pression est la plus forte. L'Est du Congo brûle. Le M23, soutenu, c'est documenté par des experts onusiens, par des forces extérieures, a avancé sur des territoires congolais. Goma, ville symbole, a vécu des heures sombres. Des millions de déplacés internes, des dizaines de milliers de morts civiles en quelques années. Une situation humanitaire que les organisations internationales qualifient régulièrement de l'une des pires crises du monde. Réformer l'armée dans ce contexte, ce n'est pas une option, c'est une nécessité existentielle. Et réformer une armée qui a souffert pendant des décennies de sous-financement, de corruption interne, de défection, c'est un chantier d'une complexité technique et humaine colossale. Vous ne faites pas ça en 1 an, vous ne faites pas ça en 2 ans. Ça demande de la constance, des ressources, de la diplomatie parallèle et une vision stratégique claire sur ce que vous voulez comme armée nationale dans 10 ans. En même temps, la dimension diplomatique est cruciale. Les alliés régionaux, les partenaires africains, les grandes puissances, tout ce monde doit être géré, convaincu, parfois confronté. C'est épuisant et ça prend du temps. Deuxième manette, la reconstruction. Tshisekedi arrive dans une maison en ruine. Aucune infrastructure digne de ce nom. Des routes en état catastrophique. Des hôpitaux vétustes. Des écoles qui tombent. Et il faut reconstruire. Pas rénover, reconstruire. La gratuité de l'école primaire, c'est une mesure concrète qui a été mise en place. Imparfaite dans son exécution, certes, les enseignants mal payés, les bâtiments insuffisants, mais le principe est là. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, des millions d'enfants ont pu accéder à l'école sans que leurs parents paient des frais scolaires. C'est pas anecdotique, c'est une rupture avec 30 ans de pratique. Les chantiers d'infrastructure, les routes financées avec des partenaires internationaux qui reviennent progressivement à la table, tout ça s'inscrit dans un projet de reconstruction qui ne sera jamais spectaculaire à court terme, mais qui crée des bases, des fondations, des choses qui prennent 10 ans à devenir visibles, mais qui sont nécessaires. Voilà où on en est.
D'un côté, des figures politiques qui ont déjà eu leur chance, 10 ans, 15 ans, 18 ans, et qui n'ont pas bâti le pays. Certains ont enrichi leur famille. Certains ont détourné des fonds. Certains ont laissé des chantiers inachevés, des projets fantômes, des promesses volatilisées. Et ils reviennent avec un nouveau vocabulaire, de nouvelles alliances tactiques, en agitant la bannière de l'opposition ou de la Constitution. Comme si les Congolais avaient oublié. Le peuple congolais n'a pas oublié. De l'autre côté, un pouvoir en place qui hérite d'un chaos, qui jongle avec une guerre à l'Est, une reconstruction à zéro, une économie fragile et des pressions constitutionnelles. Et qui n'a pas encore produit tous les résultats espérés, mais qui construit dans un contexte où construire est objectivement difficile. L'histoire ne se juge pas à 6 mois. Elle se juge sur la durée. Et la question que vous devez vous poser, c'est qui réellement, dans ce panorama politique, a montré qu'il était capable de mettre l'intérêt du pays avant le sien? Qui a un projet pour les 100 millions de Congolais? Pas pour sa famille, pas pour son réseau, pas pour son maintien au pouvoir, mais pour la RDC entière. Parce que le Congo n'a pas besoin d'un homme providentiel. Il a besoin d'institutions solides, d'une armée professionnelle, de routes, d'hôpitaux, d'écoles et d'une classe politique qui comprend enfin que le pouvoir est un service, pas une propriété privée. Ce pays est immense. Ce pays est riche. Ce pays est résilient d'une façon qui force le respect. Regardez ce peuple qui se lève chaque matin dans des conditions difficiles et continue à construire sa vie. Ça mérite d'être gouverné sérieusement. Pas instrumentalisé, pas pillé. Gouverné. Alors moi, ce que je vous demande aujourd'hui dans les commentaires, et je veux vraiment vos avis, pas juste des emojis, c'est 2 choses. 1. Qu'est-ce que vous pensez du débat sur la révision constitutionnelle? Est-ce que vous pensez que la constitution actuelle doit être changée? Et si oui, dans quel sens et pour quels objectifs concrets? 2. Sur la guerre à l'Est, comment vous voyez la sortie de crise? Diplomatique, militaire, régionale. Qu'est-ce que le gouvernement congolais doit faire différemment selon vous? Peuple congolais, pas aux politiciens, pas aux médias, au peuple. À la prochaine!